Et si la sémantisation de votre design system pouvait à la fois améliorer son adoption en interne et la qualité de l'expérience délivrée à vos utilisateurs finaux? On décortique cette méthode efficace ensemble. Parlons. Envie de prendre de meilleures décisions UX pour vos parcours? User Testing, partenaire de Parlons Design, est le leader mondial du test utilisateur à distance. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour parler des design systems sémantiques. Clairement, le design system, c'est un énorme enjeu aujourd'hui pour beaucoup d'équipes design et même, je dirais, d'équipes produits au global. C'est un enjeu autant en termes de cohérence de l'expérience utilisateur, donc pour apporter de la valeur à l'utilisateur final, que au sein de l'entreprise pour avoir une efficience entre les designers, les développeurs sur les flows de travail et donc délivrer plus vite de la valeur à notre client finaux. Donc finalement, tout est dans le même objectif, bien évidemment. Et donc beaucoup de boîtes travaillent dessus, beaucoup d'équipes design travaillent dessus, on a beaucoup d'articles, beaucoup de contenu là-dessus. Pour autant, c'est très dur d'arriver à un design system satisfaisant. Aujourd'hui, je connais une majorité de boîtes qui galèrent un petit peu avec leur design system pour plein de raisons. Galérer veut pas dire que ça n'apporte pas de valeur, mais c'est un travail continu de pouvoir le faire monter en qualité, le faire monter en résultat actionnable derrière. Pour moi, un bon design system, il y a clairement quelques caractéristiques qui ressortent. La première, c'est d'être ISO entre côté design et côté développement. C'est ça qui permet d'avoir un vrai gain d'efficience pour les équipes en général, quand les composants côté design existent aussi côté dev et qu'on a donc un vocabulaire commun et surtout une facilité de conception commune. Le deuxième point, c'est l'adoption de manière cohérente et consistante par les équipes. Et là, on va voir le design system sémantique peut avoir beaucoup de sens à ce niveau-là. Et le troisième point, c'est qu'il faut que un bon design system il soit maintenu et tenu à jour à travers le temps par les équipes, adopté par tout le monde en interne pour qu'il évolue avec le temps et non pas qu'il reste ancré dans le passé jusqu'au moment où il est trop vieux, trop décorrélé de la réalité des gens et qui perd en adoption. Donc pour moi, c'est ces trois caractéristiques-là qui sont importants. Et la sémantique, on va le voir, ça peut aider à minima sur les deux derniers points. La cohérence de l'usage et la maintenance à travers le temps. Ça peut passer pour ça par deux aspects. La partie token, la sémantisation des tokens, c'est quelque chose de plus en plus commun. Mais ça peut aussi passer par la sémantisation des composants. Ça, c'est plutôt rare aujourd'hui. En tout cas, j'en ai l'impression de ce que j'ai pu voir. Mais je trouve que c'est clairement ce qui est le plus puissant et ce qui permet cette très bonne maintenabilité à travers le temps. Les avantages, pour moi, ils sont assez clairs. C'est une meilleure adoption par les nouveaux membres de l'équipe et une simplification des choix d'évolution ou de création des composants. Est-ce qu'un élément existe déjà pour cet usage, par son aspect sémantique, oui ou non? Voilà. Bon, là, c'est les grandes lignes. Bien sûr, on va creuser ensemble. D'abord, on va parler token. Ensuite, on va parler composants, les différents aspects, les différentes astuces. Et je vous donnerai des ressources pour aller creuser plus en profondeur sur l'un ou l'autre des sujets. Alors déjà, je vous ai beaucoup parlé du mot sémantique, mais qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, quel usage on en fait dans le monde du design? Quand on dit qu'un token est sémantique, par exemple, ça veut dire qu'il induit son usage, son sens, par les mots qui sont utilisés pour le décrire. Donc si on prend l'exemple d'une couleur, on pourrait l'appeler bleu, on pourrait l'appeler brand, pour dire que c'est la couleur liée à l'image de marque, ocean, si on veut être un petit peu créatif. Ça va transmettre de l'information sur qu'est-ce qu'est cette couleur? Oui, c'est une couleur bleue, c'est une couleur océan, on peut aussi l'appeler. C'est une couleur brand parce que le bleu est la couleur qu'on utilise pour représenter notre image de marque. Pour autant, ça transmet pas du tout d'informations sur son usage. Moi, je suis designer et on me dit, tiens, dans ta palette de couleurs, tu as un bleu. Ok. A priori, je peux le poser n'importe où, en faire n'importe quoi, l'utiliser sur du texte, sur des backgrounds, sur des effets de shadow, sur des bordures. Je peux tout faire parce que finalement, c'est juste une couleur. Par contre, si cette même couleur, je la nomme background accent, là, déjà, ça va me donner un premier bit d'information qui est je dois l'utiliser comme background, comme fond d'un élément. Et j'ai le détail de c'est un background accent, donc en fait ce bleu je dois pas l'utiliser sur n'importe quel background, je dois l'utiliser que sur les backgrounds des éléments que je veux mettre en avant, faire ressortir de l'interface. Et donc là, on est passé d'une couleur, ce que j'aime appeler primitive, une couleur qui s'autodécrit visuellement, à une couleur sémantique, une couleur qui indique comment je dois l'utiliser derrière.
Ça marche pour les couleurs, mais ça marche également pour les styles de texte. Si mes différents styles de texte, je les appelle Bold XL, Regular M, là, ça m'indique les caractéristiques de style. Pareil, en tant que designer, ça me simplifie peut-être la compréhension de ce style de texte. Pour autant, ça m'indique pas du tout comment l'utiliser. On peut faire un peu mieux, si par exemple on utilise la nomenclature très utilisée en dev web de H1, H2, H3, pour dire le niveau de titre 1, le niveau de titre 2, le niveau de titre 3. Ça va m'indiquer un niveau de titre, c'est pas mal. Pour autant, ça peut très vite manquer de détails et de précision dans l'usage. Par contre, si mes styles de texte, je les appelle body, title, headline, link, call to action, ben là, ça va m'indiquer concrètement un usage. Ok, ce style de texte correspond à ce type de contenu. Et du coup, même en étant un nouveau designer, je vais pouvoir très rapidement appliquer de manière hyper cohérente et automatique le style de texte qui correspond à la fonction du texte que je suis en train de styliser. Et donc là, pareil, on a donné un aspect sémantique à ces styles de texte. Les avantages de cet usage sur les tokens, c'est que n'importe quel designer peut designer pour votre produit quasiment en un instant, parce que tout ça est auto-explicite. On n'a pas besoin de lui apprendre comment utiliser les couleurs, lui apprendre comment utiliser les styles de texte, ils s'expliquent par eux-mêmes. Ça va permettre derrière, du coup, d'avoir une consistance absolue à travers la plateforme. Parce que tous les designers, au moment où ils vont designer, au moment où ils vont choisir leurs couleurs et leur style de texte, ils vont bien se rendre compte, déjà par défaut, devraient prendre celui qui correspond à leur usage, parce qu'on a plutôt tendance à choisir le nom qui correspond à notre usage qu'autre chose. Et surtout, ils vont pouvoir se rendre compte que s'ils utilisent un style de texte CTA sur un élément qui est un titre, potentiellement ça cloche, il y a un truc qui va pas, et du coup on va tous avoir tendance à adopter cette cohérence commune de ok, c'est un titre, j'ai utilisé le style de texte titre, c'est un élément important, j'ai utilisé le background accent pour le mettre en avant. Donc on va avoir une meilleure consistance derrière pour le end user parce que les designers auront pu l'adopter plus tôt. Et ensuite, le dernier avantage sur les tokens, c'est qu'on va avoir la possibilité de faire du theming facilement. Si on a des couleurs qui sont nommées par usage, on va très facilement pouvoir dériver une palette light et une palette dark, avec beaucoup de nuances. Mais également, on peut penser à un mode high contrast, avec beaucoup plus de contraste qu'on va pouvoir gérer bien plus facilement que si on a des couleurs qui sont décrites par ce qu'elles sont en tant que telles. Parce que du coup, peut-être que notre bleu clair, en fait, sur la version dark, il va devenir un bleu foncé. Et donc là, notre nom ne va plus avoir de sens. Mais on peut également le penser au niveau des styles de texte, avec des modes hyper legible, par exemple, donc avec une très bonne lisibilité pour les personnes qui ont plus de mal à lire, par exemple, ou tous nos différents styles de texte, également, on va avoir une correspondance dans ce thème hyper legible. Donc vraiment, les tokens sémantiques, c'est un gros avantage à l'usage, c'est un gros avantage pour le end user, qui peut finalement apprendre à donner un sens aux différentes couleurs et styles qu'il va voir, et c'est un avantage parce qu'on peut faire ensuite du theming hyper facilement sur l'ensemble de la plateforme. Concrètement, en termes d'astuces à ce niveau-là, ce que je vous encourage à faire, c'est adopter ce système le plus tôt possible. Il n'est pas plus compliqué que de créer des tokens primitifs. Au contraire, la création est très simple. Par contre, la transformation de passer d'un système de couleurs primitive à un système de couleurs sémantiques, souvent va être un peu compliqué. Surtout si on a beaucoup de code à mettre à jour a posteriori. Donc n'hésitez pas, dès le début du projet, à créer ce système de manière simple. Pour autant, faites pas trop complexe. On peut avoir tendance, quand on va lire des articles, s'informer sur le sujet, à aller voir les grandes boîtes de la tech. Uber, Microsoft, qui partagent beaucoup d'éléments. Ils ont des systèmes extrêmement complexes, extrêmement avancés, qui vont dans de la sémantique très avancée, même à créer un token pour les boutons primaires en état over. Sauf que la plupart du temps, vous n'êtes pas chez Microsoft. Vous êtes dans des boîtes plus petites, voire complètement toutes petites, toutes jeunes. Alors, je ne sais pas à qui je parle exactement à travers ce micro, mais pour la plupart des gens, en tout cas, c'est le cas. Et donc, il faut toujours adapter la complexité du nommage de nos tokens à la taille de votre équipe et à la taille de votre produit. On ne crée pas le design de système de Microsoft si on est une startup de 20 ou même de 200 personnes. Et au contraire, Microsoft ne va pas utiliser un système simplissime comme le ferait une boîte de 20 ou de 200 personnes, alors qu'ils sont plusieurs dizaines de milliers de personnes. Voilà, trouvez le bon équilibre là-dessus. Si vous voulez plus de détails sur les tokens sémantiques, j'avais créé, il y a à peu près un an de ça, mais c'est toujours à jour, un podcast dédié qui s'appelle « Les couleurs dans un design system primitive et fonctionnel ». Je vous invite à aller l'écouter, le lien sera en description.
Maintenant, passons à la seconde partie, qui est un peu moins commune, c'est les composants sémantiques. De la même idée, on peut appeler un composant par son nom de qu'est-ce qu'il représente visuellement, ou par qu'est-ce qu'on va en faire. Ça peut s'appliquer à plusieurs niveaux. Ça peut s'appliquer sur les variantes, sur les propriétés d'un élément. Si on prend l'exemple d'un composant bouton, on pourrait appeler ces différentes variantes brand, red, border, text only, et ça va indiquer un aspect visuel de OK, mon bouton, j'ai plusieurs aspects visuels. Des fois, je peux l'afficher en rouge, des fois, je peux l'afficher avec une bordure, des fois, je peux l'afficher sans bordure, juste avec du texte. OK. Mais je peux aussi appeler mon bouton primary, secondary, danger, confirmation. Dans ce cas-là, encore une fois, on va m'indiquer un usage par le choix des propriétés de mon bouton. Et donc, encore une fois, c'est le même concept que pour les tokens. En tant que nouveau designer, je vais pouvoir comprendre ça de manière automatique. Et surtout, si c'est utilisé de manière consistante dans l'application, en tant que client à la fin, je vais pouvoir anticiper que oui, le bouton le plus important de mon interface, le primary, il est toujours de cette couleur, donc c'est lui qui va le plus attirer mon attention. Et au contraire, le bouton qui m'indique attention à un truc gravissime, il va toujours être de cette couleur et de cet aspect visuel. Et donc ça va me créer des mécanismes en tant que client. On vient créer de la contrainte dans le design system pour créer de la consistance au lieu de donner une infinité de possibilités aux utilisateurs du design system que sont les designers. Ça marche au niveau des variantes, mais ça marche aussi au niveau du composant. Désolé. On peut imaginer un composant qui s'appelle pop-up ou un composant qui s'appelle interactive raw. Il y a beaucoup de design systems qui intègrent ce genre d'éléments. Ça indique un pattern de design. Donc là, c'est un petit peu plus global déjà, mais pour autant, ça ne nous indique pas un usage. Alors que si ce même pop-up, on l'appelle alerte ou success message, là on va indiquer non plus un pattern de design, mais un pattern d'usage. Je dois utiliser un élément visuel qui ressemble à une pop-up quand j'affiche une alerte. Ou je dois utiliser un élément visuel qui ressemble à une pop-up pour afficher un message de succès. Et donc là, pareil, on harmonise la façon dont on utilise les patterns de design dans l'usage de notre plateforme. Ça marche également avec notre exemple d'interactive raw, qui sont souvent un peu des lignes à tout faire et qui finissent en méga composants très difficiles à maintenir. Si au lieu de l'appeler interactive raw, on l'appelle settings raw, désormais, tous les designers sauront que s'il y a un flow de configuration avec plusieurs options de paramétrage, ils vont pouvoir utiliser ce composant settings raw. Et que si demain ils veulent une autre ligne interactive, ils vont pas utiliser la settings raw pour refaire un composant Frankenstein, mais ils vont plutôt créer un composant dédié à leur contexte d'usage, qui sera plus maintenable et qui pourra être réutilisé de manière contextuelle grâce à son nom sémantique. Encore une fois, on crée de la contrainte pour créer de la consistance dans les éléments designés et du coup dans l'expérience finale pour les clients. Ça a les mêmes avantages côté composant que côté token. N'importe quel designer peut designer pour votre produit quasiment en un instant. C'est dur de savoir comment utiliser la pop-up dans le produit. Par contre, si j'ai un composant alerte et un composant success message, je saurais que si je veux montrer une alerte, je vais utiliser le composant alerte. Et si je veux afficher un succès, je vais utiliser le composant success message. Ça va être beaucoup plus simple aussi de choisir pour les différentes évolutions d'un design system. Est-ce qu'on crée un composant ou pas va plus se reposer sur est-ce qu'on a un truc qui ressemble à peu près, etc. Mais juste se poser sur est-ce qu'on a déjà un composant qui répond à cette fonction ou non. Et ça va rendre le processus de réflexion beaucoup plus simple parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus matériel, beaucoup plus concret qu'une ressemblance physique, on va dire ça. Et enfin, ça va permettre de donner de la cohérence à la création d'un composant par usage. Le maintien est beaucoup plus simple parce qu'on va éviter ces composants Frankenstein qui remplissent 250 fonctions. On va éviter cet aspect de « oula, si je change ce composant, en fait, peut-être qu'il va impacter des expériences complètement différentes qui n'avaient pas du tout le même use case et du coup, ça va les impacter en négatif alors que moi, mon expérience, ça va l'impacter en positive, et ça donne beaucoup plus de modularité au design system, tout en empêchant la duplication d'éléments visuels semblables pour des usages extrêmement similaires. L'astuce que je vous recommanderais là-dessus, si vous voulez l'implémenter dans votre entreprise, c'est de commencer par des éléments qui manquent de consistance d'usage clairement dans votre produit. C'est souvent le cas sur tout ce qui est pop-in, pop-up, où elles vont être utilisées à tout va de manière pas très claire. C'est aussi souvent le cas sur tout ce qui est call-out, bannière, où ça va être utilisé de plein de manières différentes, et c'est des composants qui fit très bien avec cet aspect sémantique.
J'avais également créé un podcast dédié sur le sujet qui s'appelle Purpose Based Components. J'essaierai de vous mettre le lien en description et ça permet de creuser en détail dans ce sujet-là et dans son application. Bref, j'espère que ce podcast vous a plu. De mon expérience, la sémantique, ça rend toujours les design systems plus simples, l'adoption plus simple, la compréhension plus simple et la scalabilité long terme plus simple. C'est aujourd'hui beaucoup adopté dans beaucoup d'équipes au niveau token, mais assez peu au niveau composant. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a une énorme valeur au niveau composant. Bien évidemment, comme tous les podcasts, et je ne l'ai pas assez répété dans ces derniers épisodes, je vous partage un point de vue, une réflexion basée sur des expériences passées dans plusieurs boîtes d'entre 200 et 800 personnes qui sont plutôt des scale-up. Donc ma réflexion et la proposition que je vous fais dans ce podcast vaut ce qu'elle vaut, comme tous les contenus, comme tous les articles que vous pouvez lire ailleurs. Faites-vous votre avis, mélangez les points de vue et créez-vous votre propre point de vue. Ce podcast n'est pas une source de vérité absolue, c'est une idée que je vous propose, une vision sur les choses, à vous d'en faire ce qui vous semble le mieux. En tout cas, je vous invite à explorer, à trouver le bon niveau, adapté à votre taille d'équipe et à votre compréhension de ces sujets-là. Si vous voulez plus de contenu autour du design, j'ai une newsletter gratuite qui s'appelle Partageons Design, dans laquelle je vous partage les meilleures ressources, les meilleures vidéos, les meilleurs articles sur lesquels je tombe au fur et à mesure de la semaine. Tous les articles que je vous recommande sont sélectionnés à la main. Donc voilà, vous pouvez vous abonner via mail ou par un lecteur de flux RSS comme Piggy. Et bien sûr, pensez à vous abonner au podcast Parlons Design, c'est un épisode par semaine. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design. Parlons design.